Voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir invité à parler. Je voudrais d'avance m'excuser pour le fait que je vais devoir mener cette intervention au pas de charge, parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer en 15 minutes. Vous allez voir, c'est assez compliqué. La question étant déjà de savoir comment je fais le lien entre la mobilité et l'insécurité, on va y venir tout de suite. Alors, comme point de départ, les quelques interrogations que je me pose d'entrée de jeu en regardant le thème de la journée. La première étant ce titre avec des parenthèses qui rend impossible l'énonciation orale du thème de la journée, mais qui est intéressant en tant que tel et qui notamment joue sur le pluriel et le singulier. Alors, personnellement, en tant que criminologue, forcément, il me vient tout de suite à l'esprit ce dont Jacques X a parlé, à savoir la question de la focalisation sur une insécurité. Quand on parle de l'insécurité, on sait de quoi on parle, alors que ça n'a rien d'évident. Et donc, forcément, je vais m'interroger sur cette problématique-là, de cette focalisation sur l'insécurité au sens pénal. Par ailleurs, forcément, en tant que criminologue de nouveau, je me sens presque obligé, ou en tout cas j'ai un réflexe atavique, de passage par la question du sentiment d'insécurité, c'est-à-dire cette distinction entre une insécurité objective et les représentations qui en sont faites par les acteurs sociaux. Donc là, forcément, il sera question de ça, essentiellement au sens où ce dont je vais parler ici, c'est essentiellement des discours sûrs, c'est-à-dire essentiellement des représentations que nous avons de l'insécurité et des insécurités. Alors, qu'est-ce que c'est sécurité-insécurité? On va faire très simple, c'est simplement un curseur entre deux pôles opposés, un pôle de sécurité, un pôle d'insécurité, l'idée étant que le curseur progresse à mesure que progresse l'exposition à des aléas considérés comme négatifs. Okay, donc l'insécurité, une insécurité, quelle qu'elle soit, sera ici, dans ce cadre-ci, l'exposition à un aléa, cet aléa étant considéré par l'acteur comme négatif. Attention, il y a des aléas qui sont pour nous négatifs et positifs pour d'autres. Par exemple, mourir en pleine gloire sur le front de l'Isère était pour certains considéré comme un aléa positif et par d'autres comme un aléa négatif. Donc l'insécurité est aussi évidemment affaire de représentation, représentation individuelle et représentation sociale, bien entendu. Voilà pour le premier slide. Alors, quelle est l'hypothèse, l'ensemble d'hypothèses de base dont je vais partir? La première, c'est que nous vivons une époque où se modifient les représentations sociales de l'espace-temps. Ces modifications de représentation de l'espace-temps débouchent sur une modification des représentations de ce qu'est la mobilité, le déplacement. Dans ce cadre, hypothèse suivante, nous assistons à l'émergence d'une idéologie mobilitaire qui valorise la mobilité pour elle-même, ce qui entraîne une modification du rapport à l'aléa et la focalisation sur un type particulier d'aléa. Voilà pour mes 5 hypothèses, vous aurez compris que j'ai du boulot. L'espace-temps. D'abord, sachons bien de quoi nous parlons. Nous parlons donc d'espace-temps, à savoir un mixte indissociable d'espace et de temps, au sens où il est impossible, à mon sens, de modifier la représentation sociale de l'espace sans toucher à celle du temps et inversement. On y reviendra, vous verrez, ça sera relativement clair, je l'espère. Cet espace-temps, si vous voulez, donc, est constitué de représentations d'espace et de représentations du temps qui sont correspondantes et qui, ensemble, forment ce que j'appellerais une morphologie. Et enfin, j'attire l'attention sur le fait que je prendrai ici comme espace le concept d'espace et pas l'espace physique auquel chacun pense tout naturellement quand il est question d'espace. À savoir que l'espace est un concept qui a d'ailleurs été très largement utilisé en sociologie. On parle bien d'espace social, par exemple, ou de mobilité sociale. Cette mobilité s'entend par rapport à un espace. Ici, l'espace sera à la fois l'espace physique, mais aussi les espaces, par exemple, conceptuels, disciplinaires ici. Pourquoi est-ce que je suis, en tant que criminologue, invité dans une journée organisée par des politologues, me rendant compte que je suis à côté de quelqu'un qui a travaillé sur des questions vétérinaires? Eh bien voilà, nous sommes dans des espaces disciplinaires qui ici, de toute évidence, sont en état de superposition. Donc l'espace comme concept et pas comme réalité physique. Commençons donc par cette idée du changement de morphologie spatio-temporelle. Il me semble qu'on peut considérer qu'au cours des 30 à 40 dernières années, nous sommes passés d'une morphologie à une autre. La forme limite est la morphologie d'où nous venons, pourrait-on dire. C'est une morphologie dans laquelle l'espace dit le temps. Vous allez voir, c'est très simple. Qu'est-ce que l'espace dans ce cadre-là? C'est en fait quelque chose, une dimension, qui prend sens par son découpage, c'est-à-dire par son découpage en frontières.
à l'aide de frontières, excusez-moi. Le processus essentiel qui donne sens à l'espace, c'est le processus de circonscription. Cette circonscription, elle permet de faire deux choses, à la fois de séparer des espaces de même niveau, mais ensuite d'empiler, comme des poupées russes, les espaces les uns dans les autres. Un bon exemple de ça qui vient à l'idée de tout le monde, c'est l'espace national, qui est lui-même subdivisé en provinces, en régions, en tout ce que vous voudrez, elle-même province subdivisée en communes, etc., etc. Et si vous regardez, c'est une représentation qui est extrêmement courante dans, on pourrait dire, quelque part, le monde d'où nous venons. Je m'en expliquerai. La caractéristique essentielle de la frontière, c'est sa permanence. C'est pas qu'elle est éternelle, mais c'est qu'elle est fixe, pendant au moins un certain temps. Pendant un certain temps, ce qui veut dire effectivement qu'il faut prendre en compte la question du temps. On ne peut pas tracer une frontière si le temps n'est pas stable, c'est-à-dire si on n'est pas capable d'arrêter le temps, d'arrêter l'évolution des choses, au moins le temps de la vie de cette frontière. Une frontière nationale n'est effectivement pas éternelle, mais elle ne peut pas s'entendre d'un changement permanent. On ne pourrait pas imaginer que tous les jours, on modifie le tracé de la frontière en fonction des circonstances du moment. Donc, le temps qui correspond, dans cette forme limite, à l'espace circonscrit, c'est un temps fait de stase et de rupture, c'est-à-dire de grandes périodes de stabilité entrecoupées de grandes ruptures. Il suffit de voir comment traditionnellement l'histoire est enseignée pour se rendre compte que cette représentation du temps comme finalement des empires, et puis un jour l'empire romain tombe, comme ça un jour, et alors on discute pendant des siècles pour savoir si c'était le 14 février ou le 15 février que l'empire romain est tombé. Pour aujourd'hui arriver à des remises en question de cela, j'y viendrai, mais donc cette représentation-là du temps correspond à la représentation circonscrite du temps. Donc la forme limite correspond à l'idée d'un ancrage spatial, c'est-à-dire que nous sommes ancrés dans des espaces. Par exemple, dans des espaces sociaux, je suis col blanc ou col bleu, je suis homme ou femme, je suis national ou non national, je suis sur tel territoire étatique ou sur tel autre territoire étatique. L'hypothèse que je défends ici est celle du passage à une forme flux. La forme flux est une inversion dans laquelle le temps dit l'espace, si vous voulez. Le temps est ici vu comme un flux irrépressible. Ce n'est pas qu'on ne savait pas que le temps passait autrefois, mais on pensait qu'on pouvait y résister au moins pour un moment. L'hypothèse que je défends ici est que nous sommes entrés dans une représentation du temps dans laquelle nous considérons qu'il est inutile, qu'il est vain, qu'il est impossible de s'opposer au flux continu du temps. Ce flux est un écoulement permanent qui entraîne une variabilité permanente du contexte et une usure permanente de tout. Ça ne veut pas dire une usure rapide, mais ça veut dire une usure constante. Dans ce cadre-là, la frontière est impossible. Elle est impossible parce qu'elle change tout le temps, tous les jours. Par exemple, la frontière entre hommes et femmes, par exemple, vous l'aurez remarqué, ces dernières années, a été affectée de bon nombre de remises en cause, et qui sont des remises en cause constantes qui se font au gré de mouvements sociaux, de mouvements de mode, d'émergence de nouveaux courants de pensée, etc. Il s'agit, ce n'est pas une nouveauté que les choses changent, c'est une nouveauté qu'on considère qu'elles changent de manière permanente et que de ce fait, le tracé d'une frontière devient impossible. Si le tracé d'une frontière est impossible, on ne peut pas donner sens à l'espace par le biais d'une frontière. Est-ce que ça veut dire que l'espace n'a plus de sens? Non. Ça veut dire que l'espace est devenu une étendue dans laquelle, en fait, on peut se repérer par rapport à des ponctuations, c'est-à-dire des points d'attraction par rapport auxquels on se réfère. Si je reprends la question de l'espace, de la différence entre les sexes, ou plutôt entre les genres maintenant, d'un point de vue spatial, on pourra considérer que plutôt que d'être d'un côté ou de l'autre de la frontière qui sépare les hommes des femmes de manière tout à fait rigoureuse, je vais construire mon identité de genre en référence aux deux pôles à la fois, me situant plus proche de l'un ou de l'autre en fonction des circonstances, des lieux, des nécessités du moment. Construire une identité de genre, c'est par exemple, comme on dit aujourd'hui, admettre en tant qu'homme la part de féminité qu'on a en soi. C'est quelque chose qui est évidemment étranger à l'idée d'une frontière. Évidemment, dans ce cadre-là, il est assez compliqué de se positionner de manière claire, ce qui fait qu'on tend à passer de l'idée d'un statut, c'est-à-dire une position, un ancrage assigné, à l'idée d'une posture. Enfin, c'est le terme que je propose avec Bertrand Montuilet, avec lequel je travaille sur ces questions. La posture étant finalement presque une identité temporaire
qu'on endosse pour en fonction des nécessités du moment. Si maintenant on veut bien considérer que la mobilité, c'est un déplacement dans l'espace au cours du temps, on comprendra facilement que la mobilité n'a pas la même signification dans la forme limite et dans la forme flux. Forcément, dans la forme limite, la mobilité s'entend d'une mobilité franchissement. Il s'agit de franchir une frontière. Dans le cadre de la forme flux, il n'est plus possible de transgresser une frontière qui n'existe plus, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas le statut de col bleu pour devenir un col blanc, par exemple. Cette limite étant devenue floue, en fait, on est dans un mouvement permanent. C'est-à-dire que la mobilité, à mon sens, est représentée, est de plus en plus considérée aujourd'hui comme quelque chose d'irrépressible, comme quelque chose qui est en fait le lot commun de l'humanité, qui est une des caractéristiques même de la vie. Elle est irrépressible, non orientée et constante. Pourquoi ? Parce que même si je veux rester immobile, en l'absence de frontières, tout bouge en permanence, même si moi je cherche à rester sur place, je ne peux pas le rester. Pourquoi ? Parce que ma position n'est plus définie par l'appartenance à un espace, mais par un ensemble de relations que j'entretiens avec des points qui ponctuent l'espace. Ces points changeant eux-mêmes, ma localisation change. Donc, l'aléa est devenu un destin, si vous voulez. Vous me voyez donc ici atterrir sur la notion d'aléa dont j'ai parlé au début en matière de sécurité. Si l'aléa, c'est-à-dire si ma position au sein des espaces dans lesquels je vis est indéfinissable et en fluctuation permanente, forcément je suis soumis à des aléas qui sont des aléas permanents. L'idéologie mobilitaire maintenant. Vous m'excuserez de ne pas m'étendre sur l'idée qu'il n'y a qu'un pas pour passer de la description à la prescription, on en parlera après si vous voulez, mais il me semble qu'il y a 4 impératifs que l'on peut mettre en avant et qui me semblent constituer l'architecture d'une idéologie mobilitaire, c'est-à-dire d'une idéologie qui valorise, qui rend obligatoire la mobilité, qui dit que la mobilité est bonne en elle-même. 4 impératifs, activité, activation, participation et adaptation. Activité, l'obligation d'être en mouvement permanent, d'être en activité permanente, de toujours faire quelque chose. Un exemple, la thématique de la surcharge. La surcharge étant devenue une obligation. C'est-à-dire qu'on doit être surbooké aujourd'hui, une institution doit être à la limite de la rupture. Si on n'est pas surchargé, c'est qu'on est un feignant. Deuxièmement, l'activation. Il ne faut pas attendre qu'on se voit assigner une tâche, il faut se mettre soi-même en route. Et là, je vous passe les multiples déclinaisons de l'activation des allocataires sociaux, des détenus, des chômeurs, de tout ce que vous voudrez, jusqu'aux malades auxquels on enjoint de s'activer pour prendre à bras-le-corps sa propre maladie, pour s'en sortir. La participation est l'idée que comme nous sommes dans un système d'activité permanente, nous sommes enjoints de participer en permanence à des projets multiples et parallèles également. Cette thématique a été largement développée par Boltanski et Capello dans le Nouvel Esprit du capitalisme. L'adaptation, forcément, si je dois en permanence changer de projet et rebondir, etc., la thématique du rebondissement est une thématique très intéressante aujourd'hui, je trouve, forcément, je dois pouvoir m'adapter à tout le temps, je dois m'adapter. C'est-à-dire que l'inadapté, l'inadaptable, l'inemployable, celui qui n'est pas capable de reconsidérer ses ancrages et ses affiliations, est quelqu'un qui doit être rejeté. Et là, on pourrait parler notamment de la thématique de l'intégration des personnes d'origine étrangère ou dites telles. L'aléa, dans ce cadre-ci, dans ce cadre idéologique, est le fondement de la dignité humaine. C'est-à-dire que c'est par sa capacité à être soumis à la mobilité et à s'en sortir que l'être humain fait preuve de sa dignité. La figure repoussoire de ça, évidemment, c'est l'horrible figure de l'assisté ou du dépendant, qui sont vraiment le mal incarné, c'est-à-dire celui qui a renoncé à tout jusqu'à sa propre dignité en acceptant d'être un assisté. Voilà, il me semble que partant de cela, on peut considérer, en tout cas l'hypothèse, que nous serions face à une valorisation, face à un désir d'insécurité au pluriel cette fois-ci. Dans le cadre d'un système qui rejette la limite, la frontière comme étant contrefactuelle et illégitime, dans le cadre d'un système qui affirme la vanité de la prévision, il y a une valorisation idéologique de l'exposition à l'imprévisible, un appel à l'abandon des ancrages, un refus des protections et des frontières, ce qui est excessivement anxiogène, chose notamment décrite par Alain Ehrenberg dans La fatigue d'être soi, on pourra y revenir éventuellement. 14 minutes 44 secondes. Il me semble que dans ce cadre-là, on peut faire l'hypothèse d'une insécurité comme focalisation par rapport aux insécurités. Ça, c'est un classique, mais d'une raison pour cette focalisation comme
le sécuritaire comme exutoire de l'anxiété liée aux insécurités. Insécurités qui ne sont pas conjoncturelles, qui ne sont pas « oh oui, le monde est tel et mon Dieu, comme c'est bien malheureux », mais qui sont en fait le fruit d'une évolution de nos représentations du monde, mais aussi de notre vouloir du monde. C'est-à-dire de la façon dont nous donnons tête baissée dans la mobilité, renforçant et évidemment produisant une boucle récursive entre le descriptif et le prescriptif. Alors évidemment, là, on est finalement à l'orée des questions qui se posent, à savoir comment se structure ce discours, quels sont dans certains secteurs le maintien d'une valorisation de la sécurité, parce qu'on peut parler ici de la sécurité au sens pénal, mais il y a d'autres domaines dans lesquels la notion de sécurisation reste très importante. On pourrait s'interroger sur les notions de sécurité en matière environnementale, en matière de sécurité routière, etc. Donc il y a une série de domaines dans lesquels, me semble-t-il, restent présents des discours de promotion de la sécurité, mais à mon sens, en miroir de très nombreux discours de promotion des insécurisations. Par ailleurs, il y a, me semble-t-il, des accommodements entre sécurité et insécurité, et là, c'est une autre intervention que je fais dans d'autres contextes, puisque je travaille sur l'application de l'irruption de ce discours, de cette idéologie mobilitaire, dans les discours sur la prison, lieu de sécurisation s'il en est. Voilà, je vous remercie.